Mon oncle a installé un logiciel de suivi sur le téléphone de ma fille adolescente, sans ma permission. Quand j'ai confronté mon mari à ce sujet, il a dit « Tu es paranoïaque. C'est la famille. » Mon beau-père a ajouté « Certaines mères réagissent de manière excessive à tout. » Puis, une notification a montré que mon oncle surveillait la position de ma fille en temps réel, la suivant à l'école, chez ses amis, la pistant partout où elle allait. Ensuite, ma fille a disparu. Alors, je suis parti à sa recherche. Dès que je l'ai vue, c'était comme si elle avait vécu l'enfer. Quand elle m'a tout raconté, j'ai montré les preuves à mon mari, il le défendait encore, il protège juste sa nièce. Ma belle-mère m'a giflé violemment, arrête d'accuser mon frère de choses malades. Mon oncle a eu un sourire narquois quand je l'ai confronté, j'ai fait d'elle une femme maintenant. Je n'ai pas hésité. J'ai fait ce qu'il fallait. Le lendemain, mon mari me suppliait. La notification est apparue sur mon écran à 14h47, un mardi après-midi. Un simple signal sonore provenant d'une application que je n'avais jamais installée, affichant des coordonnées que j'ai immédiatement reconnues comme étant celles du lycée de ma fille. Megan, ma fille de 15 ans, avait un téléphone, mais je n'y avais jamais installé de logiciel de suivi. Nous avions discuté de la vie privée, des limites et de la confiance. Elle avait gagné sa liberté grâce à une communication honnête, et non par la surveillance. J'ai cliqué sur la notification. L'application s'est ouverte pour révéler une carte détaillée, avec un point bleu clignotant représentant la position exacte de Megan. L'historique des déplacements remontait à des semaines, peut-être des mois. Chaque endroit où elle était allée apparaissait avec des détails troublants, l'école, la maison de sa meilleure amie Taylor, la bibliothèque, le café où elle étudiait, et le centre commercial où les adolescents se réunissaient le week-end. Quelqu'un suivait les moindres mouvements de ma fille, sans qu'elle ou moi ne le sachions. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler l'interface. Le nom du compte m'a coupé le souffle. Kenneth, monsieur l'oncle de mon mari. Kenneth avait déménagé dans notre ville il y a 6 mois, après avoir perdu son emploi dans un autre état. Ma belle-mère, Donna, nous avait supplié d'aider la famille. Kenneth avait d'abord séjourné dans notre maison d'amis, puis avait trouvé un appartement à proximité quand j'avais insisté pour qu'il ait son propre espace. Quelque chose chez lui ne m'avait jamais semblé normal, même si je ne pouvais pas dire pourquoi. Son regard s'attardait trop longtemps. Ses questions sur Megan semblaient intrusives plutôt que bienveillantes. Il est juste amical, disait mon mari, Travis, chaque fois que je mentionnais mon malaise. Oncle Kenneth n'a pas d'enfant à lui. Il essaie de créer des liens avec la famille. Maintenant, je fixais la preuve que mon instinct criait la vérité. Kenneth avait accédé au téléphone de ma fille d'une manière ou d'une autre, et avait installé un logiciel de surveillance sans la permission de l'autre parent. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une violation. J'ai appelé Travis immédiatement. Il a répondu à la 3e sonnerie, le bruit de fond suggérant qu'il était encore sur le chantier à gérer son équipe. Ton oncle a mis un logiciel de suivi sur le téléphone de Megan, ai-je dit sans préambule. Je suis en train de le regarder en ce moment même. Travis a soupiré, le son traduisant l'épuisement et le dédain. Tu es paranoïaque. C'est la famille. Oncle Kenneth voulait probablement juste s'assurer qu'elle est en sécurité. En sécurité de quoi exactement? Elle a 15 ans. Elle va à l'école, rentre à la maison, voit des amis que nous connaissons depuis des années. Quel danger Kenneth pense-t-il qu'il y a pour nécessiter de surveiller secrètement chacun de ses mouvements? Je ne sais pas. Peut-être des prédateurs en ligne. Le trafic d'êtres humains. Il y a de vraies menaces dehors. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Alors nous, ses parents, aurions dû prendre cette décision ensemble. Pas ton oncle agissant unilatéralement sans nous informer. Travis, il surveille sa position depuis des mois. Il suit son empreinte numérique partout. Tu ne trouves pas ça troublant? Je trouve troublant que tu assumes immédiatement le pire sur des membres de la famille qui essaient d'aider. Le détournement de sujet m'a piqué plus que le rejet pur et simple. Travis maîtrisait l'art de transformer mes préoccupations légitimes en défauts de caractère, trop méfiante, trop incrédule, trop prompte à juger. Il ne s'agit pas de suppositions. Je regarde des preuves concrètes, une application, des données de localisation, des mois de surveillance. En quoi cela aide-t-il? Peut-être qu'il voulait lui faire une surprise et avait besoin de connaître son emploi du temps.
Peut-être qu'il y a une explication parfaitement raisonnable que tu ne considères pas parce que tu n'as jamais aimé oncle Kenneth. La voilà, l'accusation que j'attendais. Mon malaise envers Kenneth avait été noté et catalogué comme une défaillance personnelle plutôt que comme un instinct protecteur. Chaque fois que j'avais suggéré qu'il se tienne un peu plus loin en parlant à Meghan, chaque fois que j'avais coupé court à ses questions trop personnelles sur ses amis ou ses intérêts, Travis avait classé cela comme une preuve de mon parti pris injuste. En sécurité, Travis? Il la piste partout depuis des mois. Il n'a pas demandé la permission. Il ne nous l'a pas dit. C'est de la surveillance, pas de la sécurité. Tu réagis encore de manière excessive. Oncle Kenneth tient à Meghan. Peut-être qu'il a mentionné vouloir aider à garder un œil sur elle et j'ai oublié de te le dire. Tu as oublié? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Tu as oublié de mentionner que ton oncle allait traquer notre fille adolescente? C'est dramatique. Écoute, je suis occupé en ce moment. On en parlera ce soir. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. Il a raccroché avant que je puisse répondre. La fureur et la peur se battaient en moi. Mon mari choisissait le déni plutôt que l'inquiétude face à la preuve qu'un homme adulte suivait la localisation de notre enfant sans consentement. Quel genre de père réagissait de cette façon? J'ai appelé ma propre mère ensuite, mais elle rendait visite à mon frère dans un autre état. Aucune aide de ce côté-là. Ma meilleure amie vivait à 3 heures de route. Meghan ne rentrerait pas de l'école avant 1 heure. Je suis resté seul avec ce savoir, fixant l'application qui montrait ma fille se déplaçant actuellement de son cours de chimie vers le gymnase. La violation me semblait accablante. Comment Kenneth avait-il eu accès au téléphone de Meghan? Elle le gardait protégé par un mot de passe, à moins qu'il ne l'ait emprunté sous un prétexte quelconque, prétendant avoir besoin de passer un appel ou de vérifier quelque chose en ligne. Lui avait-elle tendu en toute confiance parce qu'il était de la famille? Cette pensée me retournait l'estomac. J'ai pris des captures d'écran de tout, les informations du compte, l'historique de localisation, le suivi en temps réel montrant la position actuelle de Meghan. Les preuves comptaient. Travis pouvait rejeter mes inquiétudes, mais la documentation parlerait plus fort que les excuses de son oncle. Quand Meghan est rentrée à 15h30, je lui ai montré l'application. Son visage est devenu pâle alors qu'elle faisait défiler des mois de lieux suivis. Oncle Kenneth m'a demandé d'emprunter mon téléphone il y a quelque temps, a-t-elle chuchoté. Il a dit que sa batterie était morte et qu'il avait besoin d'appeler quelqu'un. Je ne me suis douté de rien. C'est ton oncle par alliance, maman. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Tu aurais dû pouvoir lui faire confiance. Ce n'est pas ta faute. Les mains de Meghan tremblaient en me rendant mon téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ferait-il ça? Je n'avais pas de réponse qui ne la terrifierait pas. Au lieu de cela, je l'ai serré contre moi et j'ai promis que nous gérerions cela ensemble, en famille. Travis est arrivé à la maison à 18h. Son père, Gerald, l'accompagnait. Apparemment, mon mari avait appelé ses parents plutôt que de prendre mes inquiétudes au sérieux. L'expression de Gerald irradiait la désapprobation avant même qu'il ne parle. Certaines mères réagissent juste de manière excessive à tout, a annoncé Gerald, s'installant dans notre fauteuil de salon comme s'il lui appartenait. Kenneth a mentionné que tu as été froide envers lui. Maintenant, tu lances des accusations délirantes. Des accusations délirantes? J'ai des preuves. J'ai affiché les captures d'écran sur mon ordinateur portable, tournant l'écran vers les 2 hommes. Kenneth a installé un logiciel de suivi sur le téléphone de Meghan sans permission. Il surveille sa position depuis des mois. Gerald a à peine jeté un coup d'œil à l'écran. Et alors? La famille veille sur la famille. Kenneth protège sa nièce. Ce n'est pas sa nièce, ai-je corrigé. Meghan est ma fille. Tu es son grand-père. Kenneth est l'oncle de Travis, ce qui fait de lui le grand-oncle de Meghan par alliance. Et être protecteur ne signifie pas exercer une surveillance sans consentement parental. Travis s'est frotté le visage, clairement mal à l'aise. Peut-être qu'oncle Kenneth s'inquiétait pour sa sécurité. Les adolescents ont des problèmes. Il pensait probablement aider en la suivant secrètement partout où elle va. Travis, écoute-toi. Accepterais-tu ce comportement de n'importe qui d'autre? Oncle Kenneth n'est pas n'importe qui d'autre. C'est la famille. Ce mot encore.
Famille. Comme s'il effaçait les limites, justifiait les violations, excusait un comportement qui serait criminel venant d'étrangers. J'ai regardé mon mari, cherchant l'homme que j'avais épousé il y a 16 ans. L'homme qui avait promis de protéger nos enfants avant tout. Au lieu de cela, je voyais quelqu'un choisissant la loyauté envers la famille élargie plutôt que la sécurité et la vie privée de sa fille. Je supprime ce logiciel du téléphone de Meghan, ai-je déclaré. Kenneth n'avait aucun droit de l'installer. Si l'un de vous a un problème avec ça, peut-être devriez-vous examiner pourquoi vous pensez que des hommes adultes ont le droit de suivre des adolescentes sans permission. Le visage de Gérald a rougi. Tu es hystérique. C'est exactement pourquoi les femmes ne devraient pas prendre de décisions familiales importantes. Vous devenez émotive et perdez toute perspective. La sonnette a interrompu ce qui aurait été ma réponse cinglante. Travis a répondu, révélant sa mère, Donna, sur le porche. Elle est passée devant lui sans y être invitée, son expression correspondant à la désapprobation de Gérald. J'ai entendu dire que tu causes encore des problèmes, a annoncé Donna. Accuser Kenneth de comportement inapproprié alors qu'il essaie seulement d'aider notre famille. Ton frère a installé un logiciel de suivi sur le téléphone de ma fille sans permission, ai-je répété lentement, comme si je parlais à quelqu'un ayant des difficultés de compréhension. Ce n'est pas de l'aide. C'est une violation. Le rire de Donna était sans humour. Toujours aussi dramatique. Kenneth se soucie du bien-être de Meghan. Il a mentionné vouloir s'assurer qu'elle reste en sécurité dans ce monde dangereux. Alors il aurait dû demander à ses parents d'abord. Peut-être que si tu n'étais pas si hostile envers lui, il se serait senti à l'aise pour t'approcher. Le blâme de la victime m'a laissé muette de stupeur un instant. D'une manière ou d'une autre, le choix de Kenneth de surveiller secrètement ma fille était devenu ma faute pour ne pas avoir été assez chaleureuse envers lui. La logique défiait la raison. Mon téléphone a vibré avec une autre notification de l'application de suivi. Kenneth était en train de regarder la position de Meghan en ce moment même, en temps réel. Il regardait la carte montrant notre fille de 15 ans dans notre maison, l'observant, surveillant ses mouvements. J'ai tourné mon téléphone vers les 3 personnes qui auraient dû protéger Meghan. Il la suit en ce moment même. À cet instant précis, Kenneth regarde où se trouve ma fille. Travis s'est penché pour regarder, et quelque chose a vacillé sur son visage. Le doute, peut-être, ou le malaise, mais cela a disparu rapidement, remplacé par une loyauté obstinée. Oncle Kenneth vérifie probablement juste occasionnellement pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Tous les jours, Travis. Plusieurs fois par jour selon les journaux de l'application. Il la suit à l'école, la piste chez ses amis, surveille partout où elle va. Donna s'est approchée, son doigt pointé vers mon visage. Tu dois arrêter ces accusations. Kenneth est un homme bon qui a traversé une période difficile. Il a perdu son travail, sa maison, tout. Nous sommes censés soutenir la famille pendant les moments difficiles, pas les attaquer. Soutenir la famille ne signifie pas ignorer un comportement prédateur. La gifle est venue sans avertissement. La paume de Donna a percuté ma joue assez fort pour faire basculer ma tête sur le côté. Le choc a fait plus mal que la douleur physique. Ma belle-mère m'avait frappé dans ma propre maison pour avoir essayé de protéger ma fille. La pièce est devenue silencieuse. Même Gérald semblait mal à l'aise, bien qu'il n'ait fait aucun geste pour condamner la violence de sa femme. Travis restait figé, les yeux écarquillés, mais les pieds plantés fermement entre sa mère et moi. La protégeant toujours elle, les choisissant toujours eux. Comment oses-tu traiter mon frère de prédateur, a sifflé Donna. Kenneth ne ferait jamais de mal à personne, surtout pas à une enfant. Ma joue palpitait là où sa main avait atterri. La brûlure irradiait vers l'extérieur, la douleur physique se mêlant à la trahison émotionnelle. En 16 ans de mariage, j'avais assisté à chaque dîner de famille, chaque rassemblement de vacances, chaque célébration organisée par la famille de Travis. J'avais mordu ma langue face à d'innombrables commentaires dédaigneux sur les mères qui travaillent, sur l'éducation moderne, sur mes choix. J'avais souri à travers le jugement et la critique parce que maintenir l'harmonie familiale semblait important. Maintenant, Donna m'avait physiquement agressé chez moi pour avoir protégé ma fille. Et les 3 personnes présentes agissaient comme si je l'avais provoqué, comme si mes mots justifiaient la violence. Comme si défendre un homme qui traquait des enfants comptait plus que le droit d'une mère à la sécurité dans son propre espace. Vous devez partir, ai-je dit calmement, chaque mot mesuré et délibéré.
Vous tous. Tout de suite. Donna a lissé son chemisier, se composant un visage comme si elle ne venait pas de commettre une agression. Ne t'avise pas de me dire de partir alors que c'est toi qui causes des problèmes. Cette famille allait parfaitement bien jusqu'à ce que tu commences à lancer des accusations délirantes. Des accusations délirantes soutenues par des preuves documentées. Ton frère a installé un logiciel de surveillance sur le téléphone d'une mineure sans consentement parental. C'est illégal dans cet état. C'est aussi un comportement profondément troublant que tu défends par la violence. Gérald s'est dirigé vers la porte, clairement prêt à quitter cette situation inconfortable. Tu es hystérique. Kenneth a commis une erreur de jugement en ne demandant pas d'abord, mais ta réaction est complètement disproportionnée. La famille gère ses affaires en privé. La famille ne gifle pas non plus les membres de la famille pour avoir soulevé des problèmes de sécurité légitimes. Mais apparemment, votre version de la famille a des règles différentes. Travis a bougé alors, mais seulement pour se positionner entre sa mère et moi, non pas pour me défendre, mais pour empêcher mes représailles. Ses priorités se sont cristallisées à ce moment-là avec une clarté brutale. Tout le monde doit se calmer, a dit Travis, les mains levées dans un geste d'apaisement. Maman, tu n'aurais pas dû la frapper. Mais chérie, tu lances de graves accusations sans preuve de méfaits réels. Le logiciel de suivi est une preuve d'inquiétude, peut-être, pas de quelque chose de sinistre. Gérald s'est levé, sa posture irradiant une autorité qu'il n'avait pas méritée. Voici ce qui va se passer. Tu vas supprimer ces captures d'écran, t'excuser auprès de Kenneth pour tes soupçons, et nous oublierons que cet incident s'est produit. Kenneth a fait une erreur de jugement en ne demandant pas la permission d'abord, mais ses intentions étaient bonnes. Sortez de chez moi. 3 visages se sont tournés vers moi avec des degrés divers de choc. C'est ma maison, ai-je continué, la voix stable malgré la rage qui me secouait. Ma fille vit ici. Vous défendez un homme qui a secrètement suivi une fille de 15 ans pendant des mois. Je me fiche de vos excuses ou de votre loyauté familiale. Partez maintenant, ou j'appelle la police et je leur montre les preuves du comportement de Kenneth. Les yeux de Gérald se sont plissés. Tu impliquerais les autorités dans des affaires familiales privées. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger mon enfant. Donna a rassemblé son sac à main avec des mouvements vifs et colériques. Tu fais une terrible erreur. Quand tu auras déchiré cette famille avec ta paranoïa, ne t'attends pas à ce que nous te pardonnions. Ils sont partis ensemble, Gérald et Donna, unis dans une indignation vertueuse. Travis est resté, coincé entre sa femme et sa famille, la loyauté en guerre avec l'amour ou ce que je croyais être de l'amour. J'ai besoin que tu choisisses, lui ai-je dit doucement. Maintenant. La sécurité de ta fille ou les sentiments de ton oncle. Travis m'a regardé avec quelque chose proche de la supplication. Pourquoi cela doit-il être un choix? Ne pouvons-nous pas simplement parler calmement à oncle Kenneth et arranger ça? Il n'y a rien à arranger. Kenneth a violé la vie privée et l'autonomie de notre fille. Il l'a suivi sans permission. Ce n'est pas négociable. Tu es déraisonnable. Alors je serai déraisonnable. La sécurité de Megan compte plus que d'être raisonnable. Travis est parti peu après ses parents, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Il est allé rester avec eux, choisissant son camp plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. J'ai passé cette soirée avec Megan, réinitialisant son téléphone aux paramètres d'usine pour supprimer tout logiciel que je ne pouvais pas identifier. Nous avons parlé de limites, de faire confiance à son instinct, et de la triste réalité que, parfois, le danger vient de personnes qui devraient être sûres. Mais alors même que je nettoyais son téléphone, une pensée persistante m'est venue. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé à l'application de suivi depuis le compte de Kenneth en utilisant les captures d'écran que j'avais enregistrées. Le compte existait toujours, montrait toujours les données historiques, même si le téléphone de Megan avait été réinitialisé. J'ai téléchargé chaque élément de l'historique de localisation, chaque horodatage, chaque itinéraire. Des preuves préservées, juste au cas où. Papa les a choisis, a dit Megan doucement alors que je l'abordais, bien qu'elle soit bien trop grande pour de tels gestes. Il a choisi oncle Kenneth plutôt que de me protéger. Je ne pouvais pas nier la vérité qu'elle avait identifiée. Parfois, les gens que nous aimons nous déçoivent, mais je te choisirai toujours. Toujours. Elle s'est finalement endormie, bien que des cauchemars l'aient réveillée 2 fois. Je me suis assise dans le couloir devant sa chambre,
écoutant pour m'assurer qu'elle se sentait en sécurité. Mon propre sommeil est resté insaisissable. Le lendemain matin, Megan a demandé à rester à la maison et à ne pas aller à l'école. Elle se sentait malade, prétendait-elle, bien que nous sachions toutes les deux que l'anxiété causait la nausée. Je l'ai excusée et l'ai laissée se reposer. À midi, elle a demandé à aller chez son ami Taylor. Taylor vivait à 3 pâtés de maison, dans un quartier que nous connaissions depuis des années familier. J'ai accepté, reconnaissante qu'elle se sente à l'aise de quitter la maison. Megan a promis d'envoyer un texto quand elle arriverait. Le texto est arrivé 12 minutes plus tard, arrivé. La mère de Taylor a fait des cookies. J'ai essayé de travailler à domicile, me concentrant sur la campagne marketing du pour vendredi. Mon travail permettait une flexibilité à distance, ce qui avait toujours facilité l'équilibre avec la parentalité. Aujourd'hui, la concentration s'avérait impossible. Mon esprit revenait sans cesse à Kenneth, au logiciel de suivi, à la trahison de Travis. À 14h30, Megan a envoyé un texto, « Je rentre ». À 15h, elle n'était pas arrivée. J'ai appelé son téléphone. Il a sonné 4 fois avant de passer sur messagerie vocale. À 15h15, la panique s'est installée. J'ai conduit les 3 pâtés de maison jusqu'à chez Taylor. La mère de Taylor a ouvert la porte, confuse. Megan est partie vers 14h30. Comme elle l'a dit, elle rentrait à pied. 3 pâtés de maison. Une marche de 12 minutes. Elle aurait dû être à la maison à 15h au plus tard. J'ai conduit lentement sur le trajet, cherchant le moindre signe de ma fille. Rien. Mon téléphone ne montrait aucun nouveau message, aucun appel manqué. La peur me griffait la gorge alors que les pires scénarios inondaient mon esprit. Les rues semblaient ordinaires, avec des maisons de banlieue normales aux pelouses bien entretenues, des voitures garées dans les allées, et des arroseurs qui inondaient les jardins dans la chaleur de l'après-midi. Paisible, sûr. Le genre de quartier où les enfants faisaient du vélo et où les parents saluaient les voisins. Le genre d'endroit où des filles de 15 ans devraient pouvoir marcher 3 pâtés de maison sans disparaître. Mais Megan avait disparu. J'ai fait demi-tour vers la maison de Taylor, puis j'ai retracé l'itinéraire à nouveau. Peut-être s'était-elle arrêtée quelque part. Peut-être avait-elle vu une autre amie et avait été distraite. Les adolescents faisaient ça parfois. Oubliaient d'envoyer un texto. Perdaient la notion du temps. Sauf que Megan n'était pas cette adolescente. Elle comprenait mon anxiété après tout ce qui s'était passé avec Kenneth. Elle avait promis de communiquer clairement. Mes mains tremblaient sur le volant. La circulation bougeait autour de moi normalement. Les gens vaquaient à leurs occupations ordinaires du jeudi après-midi, inconscients que mon monde était en train de se briser. Une femme promenait son chien devant ma voiture. 2 enfants faisaient du skateboard sur le trottoir. La vie continuait pendant que ma fille était portée disparue. Je me suis garé et me suis forcé à respirer. La panique n'aiderait pas Megan. La logique, si. L'épreuve. Que savais-je réellement? Megan a quitté chez Taylor à 14h30. Elle a envoyé un texto disant qu'elle rentrait. La mère de Taylor a confirmé qu'elle était partie à pied. La marche prenait 12 minutes maximum. Il était maintenant 15h22. Elle était partie depuis 52 minutes pour un trajet de 12 minutes. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau, espérant avoir manqué une notification d'une manière ou d'une autre. Rien. J'ai essayé d'appeler son numéro une fois de plus. Directement sur messagerie vocale cette fois. Son téléphone était allumé quand j'ai appelé à 15h. Maintenant, il était éteint, ou mort, ou détruit. Puis je me suis souvenu de l'application de suivi. J'avais réinitialisé le téléphone de Megan la nuit dernière, mais j'avais aussi téléchargé toutes les données historiques du compte de Kenneth avant de le faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé à l'historique de localisation enregistré, espérant qu'il pourrait montrer des habitudes, des lieux fréquents que Kenneth visitait, n'importe où il pourrait l'emmener. Les données historiques montraient aussi les propres mouvements de Kenneth. J'ai réalisé que l'application avait été liée à son compte, ne suivant pas seulement Megan, mais stockant aussi ses données de localisation à lui. J'ai fait défiler son historique récent, son appartement, un entrepôt de stockage dans la zone industrielle et, notre quartier, le lycée. L'entrepôt de stockage. Kenneth l'avait visité plusieurs fois au cours des 2 dernières semaines.
Pourquoi aurait-il besoin d'un espace de stockage alors qu'il venait tout juste de déménager dans la région? J'ai rappelé la police immédiatement avec cette information. Ils avaient déjà dépêché des unités, mais maintenant ils avaient un emplacement potentiel à fouiller. Ma fille a disparu. Elle a quitté la maison d'une amie il y a 45 minutes et n'est jamais rentrée. C'est à 3 pâtés de maison. Il s'est passé quelque chose. Le répartiteur a pris les informations calmement, posant des questions auxquelles j'ai répondu à travers des vagues de terreur. Une adolescente disparue, enlèvement possible. Ils enverraient des officiers immédiatement étant donné les circonstances et les antécédents avec Kenneth. Les premiers officiers sont arrivés en 15 minutes. Une réponse plus rapide que le cas typique de personnes disparues parce que j'avais déjà déposé des plaintes concernant le logiciel de suivi de Kenneth. La documentation préalable a élevé la disparition de Megan d'une simple fugue potentielle à un enlèvement potentiel. J'ai conduit dans chaque rue entre la maison de Taylor et la mienne, cherchant désespérément le moindre signe de Megan. Rien. J'ai appelé Travis, mais il n'a pas répondu. J'ai appelé ses parents, et Donna m'a dit froidement qu'elle n'avait pas vu Megan et que c'était peut-être le karma pour mes accusations contre Kenneth. J'ai raccroché et essayé le numéro de Kenneth directement. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Où est-elle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Sa voix portait une fausse innocence qui m'a donné la chair de poule. Megan. Où est ma fille? Comment le saurais-je? Tu as été très clair sur le fait que je ne suis pas le bienvenu autour de ta famille. Le logiciel de suivi a montré que son téléphone s'est déconnecté sur Maple Street à 14h31. Tu la surveillais. Tu sais où elle est. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Kenneth a ri, un rire bas et désagréable. Cette application a cessé de fonctionner quand tu as réinitialisé son téléphone. Je n'ai pas pu la suivre depuis hier soir. Tu viens d'admettre que tu la suivais. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Le dire à ton mari? Il a déjà choisi sa famille plutôt que ton hystérie. Le dire à la police? Prouve que j'ai fait quelque chose de mal. Les familles partagent des forfaits téléphoniques tout le temps. Les familles utilisent des applications de suivi pour la sécurité. Tu n'es pas sa famille. Je suis plus de la famille que tu ne le seras jamais. Travis sait où se trouve la vraie loyauté. Peut-être que quand ta fille rentrera en sécurité, tu reconsidéreras ton attitude. Il a raccroché. La menace implicite dans ses mots s'est enregistrée clairement. Peut-être que quand elle rentrera en sécurité, comme si sa sécurité dépendait de mon comportement, de mon silence. J'ai rappelé la police, signalant les déclarations suspectes de Kenneth. Le répartiteur l'a noté même à rappeler qu'il ne pouvait pas arrêter quelqu'un pour des commentaires cryptiques. Ils avaient besoin de preuves d'un méfait réel. À 15h45, des officiers sont arrivés chez moi pour coordonner les recherches. Je leur ai tout montré, le logiciel de suivi, les données historiques, l'habitude de Kenneth de visiter l'entrepôt de stockage, son aveu qu'il surveillait Megan, ses commentaires menaçants. Ils ont tout documenté et ont immédiatement dépêché des unités vers la zone industrielle où se trouvait l'entrepôt. À 16h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec des mains tremblantes. Une respiration lourde remplissait la ligne. Puis la voix de Megan, fluette et terrifiée. Maman? Megan, où es-tu? Es-tu blessée? Je ne sais pas où je suis. Il fait noir. Je crois que je suis dans un sous-sol. Maman, oncle Kenneth. La ligne a été coupée. J'ai hurlé l'information aux officiers de police chez moi. L'un d'eux a immédiatement appelé le central. Nous devons tracer cet appel. Numéro inconnu vers cet emplacement. Déconnecté après 20 secondes. La technologie fonctionnait plus vite que ne le suggéraient les vieux films. En quelques minutes, ils avaient l'information. L'appel provenait du téléphone portable de Kenneth. Ils avaient déjà son numéro grâce à mes rapports précédents. Ils pouvaient suivre la localisation de son téléphone. L'un des officiers, une femme nommée Sergent Hay, s'est assise avec moi pendant que les autres travaillaient. Nous allons la trouver. Le traçage du téléphone nous mène au district industriel du côté Hay. La même zone où Kenneth visitait cet entrepôt. Nous avons plusieurs unités qui interviennent. J'ai parlé jusqu'à ce que ma voix devienne rauque, fournissant chaque détail sur Kenneth, son arrivée il y a 6 mois, son intérêt trop intense pour Megan,
le logiciel de suivi, la famille de Travis rejetant mes inquiétudes, la confrontation, la gifle de Donna, le ton menaçant de Kenneth plus tôt. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé le logiciel de suivi immédiatement » a demandé doucement le sergent Hay. « Je pensais que c'était une affaire de famille. Je pensais que mon mari s'en occuperait. Ce n'était jamais une affaire de famille. C'était un crime. Installer un logiciel de surveillance sur l'appareil d'un mineur sans consentement parental est illégal dans cet état. » Les mots ont frappé comme des coups physiques. J'avais essayé de gérer cela au sein de la famille, faisant confiance à Travis pour prioriser la sécurité de notre fille. Cette confiance nous avait coûté un temps précieux et potentiellement le bien-être de Megan. À 17h20, la police a exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de Kenneth. Ils ont trouvé des objets qui ont fait marquer une pause même aux officiers les plus endurcis. Des photos imprimées de Megan provenant du logiciel de suivi la montrant à l'école, avec des amis, à la bibliothèque. Des carnets remplis d'observations sur son emploi du temps, ses routines, ses habitudes. Un hôtel malade à l'obsession déguisée en souci familial. Mais pas de Megan. Et Kenneth n'était pas là non plus. À 18h45, mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro de Kenneth identifié cette fois. La police était prête. L'équipement de traçage connecté. Maman. La voix de Megan tremblait de terreur et d'autres choses. De douleur. Mon bébé, où es-tu? Je ne sais pas maman, il m'a fait mal. Oncle Kenneth m'a fait très mal. Il a dit qu'il m'apprenait à être une femme. Il a dit que je devais comprendre ma place. La rage et l'horreur se disputaient la domination. Sois forte, ma chérie. Nous te trouvons. La police suit ce téléphone en ce moment même. Il m'a laissé utiliser son téléphone. Il a dit que je pouvais t'appeler une dernière fois. Il me regarde. Maman, j'ai si peur. Je t'aime. Tu es forte. Tu es une battante. Reste en vie, et nous te trouverons. L'appel s'est terminé. Le sergent avait l'air déterminé. Nous avons la localisation. Parc industriel, côté Hay. Les unités sont déjà en mouvement. Allons-y. J'ai roulé avec la police contre le protocole, mais personne n'a eu le cœur de m'arrêter. Nous sommes arrivés dans un quartier d'entrepôt où les entreprises étaient vides après les heures de bureau. Les officiers se sont déployés, cherchant méthodiquement. Le traçage du téléphone les a menés à un bâtiment spécifique, un vieil entrepôt de stockage correspondant à l'adresse de l'historique de localisation de Kenneth. Un cri s'est élevé du côté nord. Les officiers ont convergé vers un vieil entrepôt dont une porte pendait légèrement ouverte. J'ai couru malgré les ordres de rester en arrière. Le sous-sol sentait la rouille et la peur. Les officiers descendaient les escaliers avec des lampes de poche coupant l'obscurité. J'ai suivi, le cœur martelant contre mes côtes. La scène s'est gravée dans ma mémoire avec une clarté horrible. Des murs en béton striés d'humidité. Une simple ampoule nue pendant à un câblage exposé, actuellement éteinte. De vieux meubles empilés dans les coins créant des ombres dans les ombres. Et dans le coin le plus éloigné, la forme la plus petite imaginable. Megan recroquevillée dans le coin, partiellement vêtue, contusionnée et saignant. Des blessures fraîches marquaient sa peau. Ses yeux étaient vides de choc. Quand elle m'a vu, quelque chose s'est brisé en elle. Elle sanglotait comme un animal blessé. Un officier a essayé de m'empêcher d'approcher. Madame, s'il vous plaît, reculez. Nous devons sécuriser la scène. Elle a 15 ans, et elle a été agressée. Sécurisez votre scène après que j'ai rejoint ma fille. L'officier a regardé son sergent, qui a hoché la tête une fois. Permission accordée. J'ai traversé la distance restante et je suis tombé à genoux à côté de Megan. Elle s'est effondrée dans mes bras, et toute l'horreur s'est révélée dans ses blessures. Des ecchymoses s'assombrissant sur ses bras là où elle avait été saisie. Des éraflures sur son cou, ses vêtements déchirés et sales, du sang sur ses jambes. Mon bébé, ma précieuse fille, avait été brutalisée dans ce sous-sol froid pendant que je tournais en rond en voiture à sa recherche. Je suis là, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Megan s'accrochait à moi avec une force désespérée, tout son corps tremblant. Les mots sortaient entre les sanglots, décousus et terribles. Oncle Kenneth l'attrapant dans la rue.
Sa voiture amenée ici. Les choses qu'il avait dites, les choses qu'il avait faites. Je la serrais plus fort, souhaitant pouvoir absorber sa douleur, souhaitant pouvoir remonter le temps et la garder à la maison aujourd'hui, souhaitant avoir appelé la police au moment où j'ai découvert ce logiciel de suivi au lieu d'essayer de gérer cela en famille. C'était le coût de mon hésitation. Le prix de croire que la loyauté familiale comptait plus que l'action immédiate. Kenneth avait violé ma fille pendant que je perdais du temps à me disputer avec Travis, avec ses parents, avec des gens qui choisissaient de défendre un prédateur plutôt que de protéger une enfant. Kenneth l'avait attrapée sur Maple Street, la forçant à monter dans sa voiture. Il l'avait amenée ici, dans ce sous-sol abandonné. Il l'avait blessée d'une manière que mon esprit refusait de traiter. Il avait filmé. Il lui avait dit que c'était la preuve qu'elle devenait une femme. Il la forcerait à regarder plus tard pour qu'elle comprenne. Les ambulanciers sont arrivés, nous séparant doucement pour pouvoir évaluer les blessures de Megan. Un traumatisme physique nécessitant des soins hospitaliers. Un traumatisme psychologique qui nécessiterait des années de guérison. J'ai voyagé dans l'ambulance en tenant la main de Megan pendant que les professionnels de santé travaillaient. À l'hôpital, les infirmières et les médecins ont soigné ses blessures avec une compassion professionnelle. Un détective spécialisé dans les cas d'agression est arrivé pour prendre sa déclaration quand les médecins l'ont approuvé. Travis est apparu à l'hôpital vers 22 heures, le visage pâle. J'ai entendu dire que maman a appelé. Elle a dit que Kenneth a été arrêté. Ton oncle a kidnappé et agressé notre fille. Ma voix semblait morte même à mes propres oreilles. Il l'a traqué pendant des mois, planifiant cela. Quand j'ai essayé de te prévenir, tu m'as traité de paranoïaque. Je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé. Tu aurais dû savoir. Je t'ai montré des preuves. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Tu as choisi de croire ton oncle prédateur plutôt que de protéger ton enfant. Travis a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ne me touche pas. Tu ne me touches plus jamais, ni Megan. Tu as échoué au devoir le plus basique de la paternité. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Laisse-moi réparer ça. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Une infirmière s'est approchée pour me demander de retourner dans la chambre de Megan. Elle me demandait. J'ai laissé Travis debout seul dans le couloir, son monde s'effondrant autour de lui. Megan a subi un examen médical, des preuves ont été recueillies pour l'affaire criminelle qui se montait contre Kenneth. La police a trouvé du matériel vidéo dans l'entrepôt ainsi que des enregistrements de ce qu'il avait fait. Les preuves étaient accablantes. Kenneth a été arrêté 2 heures plus tard alors qu'il tentait de quitter l'État. Les officiers l'ont localisé sur l'autoroute 95 en direction du sud, l'ont arrêté et l'ont placé en garde à vue. Sa voiture contenait une valise faite, de l'argent liquide et son ordinateur portable avec des fichiers incriminants supplémentaires. Il avait fui l'entrepôt après avoir laissé Megan passer ce deuxième appel, croyant apparemment qu'il avait plus de temps avant que la police ne trace la localisation. Pendant l'interrogatoire, Kenneth n'a montré aucun remords. Il n'avait rien fait de mal. Il a prétendu qu'il enseignait à sa nièce des leçons importantes sur la vie. Elle devait comprendre sa place. Il avait fait d'elle une femme. Le détective qui s'est assis avec moi pendant que Megan se reposait ne pouvait cacher son dégoût. C'est un prédateur typique. Il a probablement d'autres victimes que nous ne connaissons pas encore. Le courage de votre fille en vous appelant a probablement sauvé d'autres filles. Maigre consolation quand ma fille gisait traumatisée dans un lit d'hôpital. Gérald et Donna sont arrivés à l'hôpital peu après Travis. Donna a essayé de s'approcher de la chambre de Megan, mais je lui ai barré la route. Tu m'as giflé pour avoir essayé de protéger ma fille de ton frère. Tu m'as traité de paranoïaque et d'hystérique. Tu as choisi Kenneth plutôt que la sécurité de Megan. Tu n'as pas accès à elle maintenant. C'est ma petite fille, a protesté Donna faiblement. Tu as renoncé à ce privilège quand tu as défendu un prédateur. La sécurité de l'hôpital t'expulsera si tu essaies d'entrer dans cette chambre. Gérald s'est avancé, son autorité précédente complètement dégonflée. Nous ne savions pas Kenneth semblait juste inquiet pour sa sécurité. Je vous ai montré des preuves. Vous avez vu le logiciel de suivi. Vous saviez qu'un homme adulte surveillait les moindres mouvements d'une adolescente et vous l'avez défendu. Tu m'as giflé quand j'ai appelé ça par son nom. Vous avez tous choisi l'ignorance volontaire plutôt que le bien-être d'une enfant.
Donna a commencé à pleurer. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous arranger ça? Rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Les dommages sont permanents. Je suis retourné dans la chambre de Meghan, fermant la porte sur la famille de Travis. Meghan dormait par intermittence, des cauchemars interrompant son repos. Je me suis assise à côté de son lit, montant la garde, me promettant de ne plus jamais lui faire défaut. 3 jours plus tard, sortie de l'hôpital, Meghan est rentrée dans une maison que j'avais sécurisée avec de nouvelles serrures et un système d'alarme. Travis avait récupéré ses affaires pendant notre absence. Il avait laissé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine avec un mot s'excusant pour tout. Trop peu, bien trop tard. J'ai engagé une avocate nommée Ramona Price, spécialisée dans le droit de la famille et les cas d'agression. Elle a demandé le divorce pour abandon et manquement à la protection de notre enfant. Elle a déposé des ordonnances de protection contre Kenneth, Gérald et Donna. Elle s'est coordonnée avec les procureurs qui montaient le dossier criminel contre Kenneth. Les preuves contre lui s'accumulaient chaque jour. D'autres victimes se sont manifestées. Des filles de sa ville précédente qui n'avaient jamais rien signalé parce que qui les croirait face à un père de famille respectable? Le logiciel de suivi sur le téléphone de Meghan n'avait été que la dernière escalade d'un schéma s'étendant sur des années. Kenneth faisait face à de multiples chefs d'accusation d'enlèvement, d'agression sur mineurs et diverses autres charges, passibles de décennies de prison. Son avocat a tenté de négocier un accord. Les procureurs ont refusé. Cette affaire irait au procès. Travis a essayé de rendre visite à Meghan plusieurs fois. Elle a refusé de le voir. Le père qui avait traité sa mère de paranoïaque pour avoir essayé de la protéger avait perdu la confiance de sa fille. Peut-être qu'un jour Meghan pourrait lui pardonner. Ce jour semblait lointain et improbable. Le divorce a été prononcé rapidement. Travis n'a rien contesté. Il a renoncé à la garde, a accepté un droit de visite minimal seulement si Meghan le demandait, a accepté la pension alimentaire pour l'enfant et pour l'épouse. Il avait perdu sa famille par ses propres choix, et la culpabilité le rongeait. Gérald et Donna ont tenté des efforts de réconciliation par le biais de tiers. J'ai documenté chaque tentative et les ai transmises à mon avocate. Les ordonnances de protection ont tenu bon. Le procès de Kenneth a débuté 9 mois après l'enlèvement de Meghan. Elle a témoigné avec un courage remarquable, détaillant tout ce qu'il avait fait. D'autres victimes ont témoigné. Les preuves vidéo ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 3 semaines plus tard. Le juge a prononcé une peine de 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Kenneth, âgé de 53 ans, mourait en prison. Alors que les officiers l'emmenaient, il m'a regardé une dernière fois et a eu un sourire narquois. J'ai fait d'elle une femme, a-t-il dit clairement. Rien de ce que tu feras ne changera ça. L'huissier l'a fait taire, mais ses mots ont résonné. Kenneth ne ressentait aucun remords. Dans son esprit tordu, il n'avait rien fait de mal. Il avait victimisé une enfant et croyait que c'était juste. Mais voici la partie qui importait, j'avais agi. Quand Kenneth a été arrêté, quand les preuves se sont accumulées, je n'avais pas hésité. J'ai protégé ma fille, rassemblé des preuves, coordonné avec la police et assuré qu'il fasse face aux conséquences. Aucune loyauté familiale, aucun désir d'éviter le conflit, aucune pression pour garder le silence ne m'avait empêché de faire ce qui était nécessaire. Travis a appelé le lendemain de la condamnation. J'ai répondu malgré mon meilleur jugement. S'il te plaît, a-t-il supplié. Laisse-moi voir Meghan. Laisse-moi m'excuser. Comprends-tu ce que tu as fait? Je lui ai fait défaut. Je vous ai fait défaut à tous les deux. J'étais tellement inquiet d'offenser ma famille que j'ai ignoré un danger évident. Tu m'as traité de paranoïaque quand je t'ai montré la preuve qu'un homme adulte suivait notre fille adolescente. Tu as choisi les sentiments de ton oncle plutôt que sa sécurité. Quand elle a été kidnappée et agressée, c'était en partie parce que tu as permis à son agresseur d'agir en rejetant mes avertissements. Le silence m'a répondu. Puis Travis a parlé, la voix brisée. Je sais. Je vis avec ça chaque jour. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Ce n'est pas ma décision. C'est celle de Meghan. Si elle veut avoir un contact avec toi, je ne l'en empêcherai pas.
Mais je ne l'encouragerai pas non plus. Tu dois vivre avec les conséquences de tes choix. Meghan a choisi un contact minimal, des cartes d'anniversaire, des visites supervisées occasionnelles où la conversation restait superficielle. La relation entre père et fils était brisée au-delà de toute réparation. Gérald est décédé 2 ans plus tard d'une crise cardiaque. Donna a envoyé un message par le biais de